Donc, Merci. euh, nous sommes arrivés à la fin de la séquence commencée et nous Voilà, passons à la séquence suivante. très bien. Nous À allons bientôt. Au à bientôt. revoir. Encore merci. Bonjour, monsieur Le Tellier, comment Bonjour. allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous êtes le premier qui va nous rejoindre. 25. Ok, donc, qui va nous rejoindre? Monsieur Paul Rondin, Très bien. qui va arriver. Donc, nous attendons Paul Rondin, le directeur de la Cité internationale de la langue française, ainsi que Xavier Nort, le commissaire principal du parcours permanent de visite que vous allez découvrir demain, Monsieur Le Tellier. Mhm. Absolument. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Il y a l'intro, hein, il y a un petit côté comme ça. Non, non, il faut. Bonjour. Cher Paul, Voilà. bonjour. On est déjà en air et, Le confessionnal. et Oui. Ah, ça doit, en venant de l'extérieur. c'est le bateau. C'était déjà baptisé camion et bateau. Donc, Très bien. Ah oui, non, ça c'est bien de me le dire. voilà, on va. Excusez-moi, je Voilà. me déshabille un petit peu. On m'a demandé de me déshabiller, c'est bien ça? Voilà. Enfin, Là, c'est la liberté. Hein. La journée fait longue. Oui, Voilà, voilà. Pardon. Donc, Que vous soyez le bienvenu et surtout que vous vous sentiez à l'aise. Très à l'aise. On est chez vous, hein, en plus. Donc, Comme chez nous. voilà, nous sommes Nous sommes chez nous. Ça, c'est très beau. Voilà. Vous avez donc vécu une journée exceptionnelle comme directeur de cette cité et de ce lieu voué à la langue. Est-ce que vous arrivez déjà à faire quelques petites bilans, notamment par rapport, je pense, à ce discours important qui a été... Il y a plusieurs choses en réalité. Alors, bilan, c'est un mot qui est beaucoup trop prématuré, là, parce qu'on n'en est vraiment pas à cet endroit, et heureusement, dire. On vient d'ouvrir, hein, premier jour, il n'est que 17 heures. Donc, on n'en est pas là. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. On avait beaucoup le trac, comme des acteurs qui vont monter en scène. On avait vraiment le trac, parce que c'est bien de réfléchir pendant des années à un projet, mais le jour où le public entre, et là, attend, on a vraiment une crainte, toujours, de décevoir, d'avoir convoqué les gens pour rien, ou pas assez. Donc, il y avait cette première. Je dois bien vous dire que de ce point de vue-là, on est totalement rassuré. Sans dire que les applaudissements furent nourris, néanmoins, les gens sont heureux. Ils sont entrés dans ce château qu'ils ont retrouvé pour ceux qui habitent, on n'avait jamais vu depuis des années. Ils ont fait le parcours permanent de la langue française, et là, on n'a que des retours extrêmement heureux. Enfin, quand je dis heureux, c'est vraiment ça, un enthousiasme enfantin. Ça n'est pas péjoratif quand je dis enfantin, au sens où il y a eu du plaisir, il y a eu du jeu. Ah oui, c'était ça. Ah oui, alors cette chose totalement immatérielle qu'est la langue, une langue, hein, la langue française, mais pas seulement, c'est à nous, et on peut visiter une langue. On peut visiter une langue, on peut se promener dans une langue. C'était tout le projet du parcours. Là, il n'y a que le public qui pouvait confirmer que cela était possible, et il l'a confirmé aujourd'hui. Après, votre question, c'était sur le discours aussi du président de la République, qui était évidemment totalement conforme à ce qu'on attendait, puisque quand même, il ne faut jamais oublier que cette ambition, cette vision de ce projet ici, c'est lui qui l'a eu. Et il a vu ce château sombrer, et il a décidé à un moment donné d'en faire non pas une restauration d'un énième château de la Renaissance en France ou d'un énième château, mais de dire il faut qu'on en fasse un équipement culturel. Et là, évidemment, il a vu le fruit de cette vision, de tout le travail qui a été fait, par la culture, par les équipes, par le Québec aussi, qui nous a aidés sur ce projet. Et il a fait ce discours qui, à mon sens, mais c'est pas à moi de le dire, ça serait à lui, il a fait ce discours qui lui tenait tellement à cœur et depuis tellement longtemps sur ce qu'est la langue, ce qu'elle fait vibrer en nous intimement, ce qu'elle déplace en nous tout le temps,
et puis surtout ce qu'elle doit être dans son agilité, dans sa souplesse, dans sa plasticité, dans son augmentation permanente. Et c'est ça qu'il défend, et c'est ça qu'il avait envie de dire au travers de son discours, bien entendu, mais surtout avec cette cité. On n'est pas l'Académie française, qui a son rôle, qui est formidable, et on adore l'Académie française à l'endroit où elle est. Nous ne sommes pas pour un conservatoire de la langue, nous ne sommes pas, d'ailleurs, des savants de la langue. Je crois que ce qu'on ressent indéniablement, c'est aussi cette transmission d'un plaisir de la langue. C'était ça. Et c'était vraiment l'idée, c'est du plaisir. Ça doit être jouissif, ça doit être divertissant, n'ayons pas peur de ce mot. On voit bien tous les jeux à hauteur d'enfant, c'est pour avoir du pur plaisir et s'amuser et se divertir, et tant mieux. Les gosses qu'on a traînés à Villers-Cotterêts, au château de François Ier, déjà ils s'en fichent. On leur dit en plus c'est sur la langue française. Alors là déjà, ils se disent bon, ils ont leur Nintendo dans une poche et leur téléphone dans l'autre. Ils se disent dès que les parents ne me regardent plus, je vais pouvoir rejouer. Et tout d'un coup, s'aperçoivent qu'en fait ils peuvent jouer à l'intérieur du château. Ils peuvent jouer à l'intérieur de cette langue qui est la leur, et la redécouvrir et se la réapproprier autrement. C'est magique. C'est magique. C'est quand même quelque chose, je pense, une génération de jeunes des banlieues notamment a eu ce même déclic à un moment. Ce déclic, finalement, c'était à eux qu'ils pouvaient la manipuler, qu'ils pouvaient la retransformer et que ça pouvait devenir un instrument de transmission. Mais c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on me demande, on dit, ah là là, on est en bonne compagnie, donc on peut se dire des choses. Ah, la langue française va mal, etc. Très bien. Et plus personne, et les jeunes ceci, les jeunes cela. Enfin, rendez-vous compte, la langue française est l'outil culturel préféré de la majorité écrasante des jeunes. Après, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Enfin, le rap, c'est la consommation culturelle principale et écrasante des jeunes. Donc, et c'est quoi? C'est de la langue française qui s'écrit, qui s'écoute, qui se transforme. Une fois encore, avec c'est diversement heureux. Mais ça, comme dans la fiction, comme dans la poésie, comme dans... Donc, bien sûr que c'est un boulevard pour nous et que ces choses-là, il faut savoir aussi les regarder, s'en saisir. C'est-à-dire ne pas dire toujours, nous sommes détenteurs. C'est exactement ça qu'on veut raconter à la cité. On n'est pas détenteurs de la langue comme elle devrait être, mais des langues, et venez avec la vôtre. On la reconnaît, cette langue transformée qui est la vôtre, qui reste la langue française. En fait, je reviens au titre de la séquence, exposer. Le projet de Villers-Cotterêts revient à exposer la langue d'une certaine manière. Exposer la langue pour les jeunes, c'était ça le projet? Vous avez en ligne de mire les jeunes, la jeunesse de ce pays? Oui, je crois que c'est la jeunesse, pas de ce pays, c'est la jeunesse, ça c'est certain, du monde, parce que 320 millions de locuteurs dans le monde, ça fait beaucoup de monde, une capitale, la première capitale Kinshasa, et pas Paris, etc. Donc oui, les jeunes, mais pas seulement. Et alors, exposer, vous avez entendu, j'emploie plutôt le terme visiter, en réalité. Parce que, pour le coup, je ne suis pas à l'aise avec exposer une langue. De la même manière que je pense que ce sont les artistes qui vont incarner la langue, c'est la faire vivre, qu'elle ne peut pas être posée là, et elle ne peut pas non plus être, dans ce parcours permanent, exposée. En revanche, elle se visite. Et elle se visite parce que notre corps de visiteur aussi est actif dans la déambulation, bien sûr, mais avec tous ces dispositifs qui permettent vous savez bien qu'on ne peut pas défaire du corps la langue. Pardon, je suis au milieu de spécialistes, moi je ne suis qu'un néophyte, je suis qu'un pauvre animateur de lieux culturels. Nous baignons dans la langue et elle nous imprègne. Oui, c'est ça. Et que du coup, un corps actif avec la langue, c'est important. Et c'est ça, exposer la langue, pour réagir à ce que vous dites, c'est la visiter avec son corps, les yeux bien sûr, les oreilles, mais aussi les mains. L'approche sensible. Oui. C'est ça. L'approche sensible, oui, effectivement, qu'on connaît bien au musée, les muséographes, on recourt souvent, enfin, actuellement, à cette approche. Et effectivement, quand on déambule à travers le parcours permanent de visite, que bientôt tout le monde aura pu visiter, en tout cas on espère, eh bien on constate effectivement que
il y a des approches très variées, en fait. C'est-à-dire que on attrape les visiteurs pas toujours de la même manière et on n'est pas non plus sur une approche exclusivement intellectuelle, je dois dire, qui est souvent à l'œuvre dans les musées. On est sur des approches assez différentes. On va user de procédés, une grande variété de procédés pour montrer à voir, c'est-à-dire exposer en fait étymologiquement la langue, cette chose immatérielle qu'on a tant de mal à montrer, comme nous expliquait dans la séquence précédente Barbara Cassin, qui nous a un petit peu dit comment avait été réfléchi ce parcours permanent et que ça avait été tout sauf simple, que le souhait c'était de faire autre chose que de l'histoire officielle, que de graver dans le marbre de l'éternité la langue française. Voilà. Donc, Et de placer la question au centre. La question. C'est ce que je trouve intéressant. Oui. C'est assez, contrairement à d'autres musées qui transmettent du savoir, ici, on transmet une problématique, quoi, une question, un élément qui est en mouvement. En tout cas, qui on montre quelque chose qui n'est pas fini. Exactement. Et on assume de montrer que ça n'est pas fini et que ça ne finira jamais. Et ça, c'est, je pense, la chance que vous avez, et aussi c'est le défi, c'est que c'est une cité, c'est pas qui joue local, national et international. Donc, c'est que a aussi souligné Barbara Cassin que c'est un livre d'histoire ouverte à réécrire et réfléchir. Mais Et- vous avez raison. Avec des pages blanches. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est, je pense, important. D'ailleurs, le musée de Sao Paulo, l'autre, avait une salle avec des livres blancs. Oui. C'était C'est extraordinaire. évident. Oui. C'est évident. La suite, c'est exactement ça. Et donc, dans la perspective, ça c'est aussi un élément parce que là, il y a de l'acceptance locale, l'acceptance nationale. Mon projet vers l'international, c'est par exemple des collaborations. C'est en soi international, puisque de toute façon, la langue française est internationale. Ça, c'est sûr. Ça en soi, je veux dire, les interlocuteurs et le dynamisme de la langue française, sans vouloir fâcher personne, il est souvent plus fort à l'extérieur de la France qu'en France. Donc la langue française sera sauvée par l'international. On Ça a a déjà entendu été dit. pendant les... D'accord. Mais heureusement, vous Mais c'est soulignez ça évident. parce que Mais c'est évident. Et du coup, évidemment, et ça n'empêche pas d'être local et international. Enfin, je vais pas vous faire le principe du local, Du local et du international. global. Voilà, mais néanmoins, notre sujet, la langue française, s'y prête. Et c'est déjà parti, en fait. Et vous pouvez pas savoir l'attente qu'il y a, le désir qu'il y a de nos interlocuteurs, qu'ils soient artistes, chercheurs, institutions culturelles, partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'est 5 continents. Ça n'est pas le Québec seulement, c'est évidemment le Québec, c'est pas seulement le Congo, c'est pas seulement, je sais pas, la Suisse, la Belgique, c'est vraiment partout où il y a un peu de cette langue française, minoritaire, majoritaire, accessoire, francophile, pas forcément francophone, il y a un désir à partir de cette cité. Ça ne veut pas dire que la cité est l'endroit où tout va converger et tout s'arrêter, surtout au contraire. Cette cité, c'est une espèce de, je sais pas, un plongeoir, non, c'est pas bien. Donc, c'est un établissement culturel qui nourrit un désir de langue française. Qui répond à un désir. Ah. Et ensuite qui le nourrit. Très bien. Très, très bien. Je préfère le plongeoir. Ça me fait peur d'être plongé, c'est pour ça. Je me suis fait sentir glisser. Mais on est d'accord, parce qu'on est là pour parler de la langue française au château de Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, qui a été inaugurée midi par le président de la République. Et si vous voulez bien, maintenant, nous nous tournons vers Hervé Letellier, qui est à l'écran, à distance, qui est probablement dans son bureau et qui nous a écoutés patiemment jusqu'à maintenant. Hervé Letellier, vous êtes écrivain. Nous sommes nombreux à avoir aimé votre roman L'Anomalie. Et vous êtes aussi président de l'Oulipo. L'Oulipo, alors c'est un sigle qui veut dire ouvroir linguistique. Pouvez-vous m'aider avec le déroulé de ce sigle?
Voir de littérature potentielle, mais c'est intéressant que vous disiez linguistique parce qu'il y a une différence forte entre la littérature et la langue, sur laquelle on va peut-être revenir, mais la langue, c'est d'abord un muscle, il faut le rappeler. La littérature, c'est un terme qui est un terme un peu compliqué parce que c'était ce que cherchait Cicéron pour remplacer le mot grammatiqué des Grecs qui voulait dire à la fois l'alphabet et la grammaire. Donc, il cherchait quelque chose qui finalement a donné chez nous hommes de lettres, qui sont les gens qui font de la littérature. Donc, on fait des lettres. Et quand on fait des lettres, ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire que nous confier une salle, ça veut dire travailler sur quelque chose qui est non seulement le langage, mais également son écriture. Et c'était ce qui nous intéressait, c'était présent dans cet univers de la Cité internationale de la langue française pour parler aussi de la manière dont s'inscrit la langue sur les murs, sur le papier, sur tous les endroits où il y a du signe en fait, et qui peuvent être donc aussi bien les bibliothèques dans laquelle je suis actuellement, parce que je suis chez moi dans ma bibliothèque, mais aussi les murs de la cité et les murs, la signalétique appartient également à l'univers du signe, et c'est un univers dans lequel on peut réfléchir à ce que sont les choses. Donc, nous, travailler sur la langue française dans cette salle, c'était d'abord réfléchir à plusieurs choses simultanément, qui étaient d'abord qu'est-ce qu'elle est, quelle est son histoire, d'où elle vient, comment elle s'est transformée, comment elle se transformera encore, puisque aucune langue n'est figée, que nous ne sommes pas capables en fait de savoir ce qu'elle sera dans 10, 15, 20 ans, et que les éléments qui sont des éléments sociaux, culturels, dynamiques et même parfois économiques qui vont présider à sa modification, nous ne les avons pas encore devant nous de manière évidente. La présence de l'anglais dans le français est liée à la puissance économique américaine, mais la présence du français dans l'anglais, qui est quand même, ne l'oublions pas, comme disait George Bush, il n'y a pas de mot en français pour entrepreneur, c'est 2 tiers des mots anglais qui viennent du français. Voilà. Le tiers restant venant à la fois du bas-saxon et d'autres langues. Donc cette compréhension de la diversité de la langue, c'était notre premier point, c'était montrer son historicité, son évolution. La deuxième chose qui nous intéressait, c'est de travailler sur sa manipulation. Et donc, qui dit pour nous manipulation, c'est vraiment le mot étymologique, travailler avec les mains, bouger la langue, la faire se transformer devant nos yeux, c'était de proposer quelque chose qui soit justement manipulatoire, donc combinatoire, et qui permette à des gens qui rentrent dans la salle de prendre un texte qui est un texte qu'on a choisi comme étant fondateur, mais on aurait pu très bien prendre le règlement intérieur de la Cité internationale, hein. C'était pas gênant. Ou quelque chose qui serait affiché dans les toilettes comme veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en rentrant. Et on aurait pu travailler avec ça et proposer à des gens de le manipuler. Ce n'était pas quelque chose qui nous dérangeait. On a finalement choisi des choses plus dans le canon, plus dans la tradition. Donc, vous allez trouver des textes qui viennent aussi bien du classique comme Victor Hugo que des textes plus récents comme du Queneau. Mais c'était ce choix qu'on a pris. Et en expliquant qu'on pouvait le manipuler, on a donc dit aussi qu'on pouvait donc ne pas le sacraliser. Et la désacralisation de la langue, c'est très important. Je crois que toute une série de choses qui ont été citées par Paul Rondin, comme le rap, font partie de cette désacralisation de la langue, de ces manipulations, de ces distorsions, de ces déformations qui participent de son existence telle qu'elle est actuellement dans la jeunesse. Et c'est vrai que c'est même dans les jeunesses, parce qu'il n'y a pas un rap, il y a plusieurs raps. Et parfois, même quand on présente des paroles de rap venant de Marseille, eh bien, des rappeurs bretons disent tiens, ce mot je ne le connaissais pas, et on pourrait prendre des dizaines d'exemples comme ça. Donc la langue est extrêmement vivante, et c'est ce qu'on a voulu rendre. Et on a voulu aussi montrer quelque chose qui nous paraissait important, qui est la coexistence dans la langue de plusieurs niveaux de lecture et de plusieurs niveaux de langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de parler le français, et même pour un individu en particulier, il y a plusieurs façons de parler le français. Là, je vous parle à peu près normalement, mais quand je parle avec mes amis, je parle différemment, je vais utiliser d'autres mots, je vais parler plus ou moins vite, plus ou moins lentement, et il m'arrivera de ne pas utiliser des mots que je vais utiliser dans un contexte qui est vidéo transmis et qui va rester pour l'éternité. Donc, on ne parle pas tous la même langue et au même moment et avec les mêmes personnes.
Et c'est ces différents niveaux de langage qu'on a voulu présenter en s'amusant dans un petit texte combinatoire qui, justement, présente ce que Queneau avait déjà présenté de manière assez large dans un texte sur le français parlé et sur le français écrit, puisque le français écrit est quelque chose de très, très étrange, dans lequel il y a des temps, comme le passé simple, qui n'est jamais utilisé en français. Que fait-on du passé simple lorsqu'on parle? On n'en fait rien. Je connais très peu de gens qui parlent au passé simple, même pour parler du passé d'hier ou d'avant-hier. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes à prendre en compte et à montrer à des jeunes et des moins jeunes qui voudraient visiter la Cité internationale. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire la manipulation, la vivacité de la langue, son mouvement et ses différents niveaux de langage qui nous paraissaient le triptyque sur lequel on pouvait réfléchir. Voilà, je peux développer sur cette question très longtemps malheureusement, donc je vais essayer de me limiter à ça, mais c'était la principale idée qu'on avait. Ce qui fait toujours les installations de l'Olipo, c'est de définir une règle et puis ensuite, d'une certaine manière, de les appliquer et de voir en quoi elle peut transformer je dirais, les règles générales. Oui, voilà. Alors, on est aussi un groupe international, c'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe où les membres sont exclusivement français. Les deux derniers impétrants à l'Oulipo, ce sont des hispanophones, un Argentin et un Espagnol. Et donc, nous avons une vision, disons, mondiale du concept, de la conception de la littérature. Néanmoins, il est clair que nous sommes historiquement construits autour d'une décade consacrée à Raymond Queneau. Et c'est pourquoi je cite déjà 2 fois Raymond Queneau, une fois pour ce qui est de ce texte dans Bâton, chiffres et lettres, dans lequel il présente le français parlé et le français écrit. Et c'est un des auteurs, je pense, dans la langue française, avec peut-être Aragon, peut-être Céline, peut-être voilà, et quelques autres, qui ont fait faire à ce français parlé irruption dans la langue et dans l'écriture. Et la deuxième chose qui m'intéresse également, c'est ce qu'a inventé Queneau, qui est cette manipulation des 100 000 milliards de poèmes, qui permet effectivement de manipuler, de faire apparaître de la contrainte dans quelque chose qui auparavant n'en avait pas. Il est clair que pour écrire les 100 000 milliards de poèmes, il faut comprendre la syntaxe, il faut voir comment s'organise une phrase, il faut voir comment elle se découpe, comprendre quelque chose qui avait déjà été présent dans le travail des surréalistes avec les cadavres exquis, qui permettaient justement de construire une phrase qui semblait absurde, mais qui en fait était syntaxiquement convenable. Et ce jeu, qui est un jeu évidemment sur le langage, c'est aussi un jeu sur la sémantique, sur le sens, et sur finalement tout ce qui est contenu dans notre imaginaire, collectivement. Et l'idée de déplacer un mot également, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait aimé faire. Par exemple, j'aurais tellement aimé que sur les signes exit, il y est marqué que ce n'est pas de l'anglais, mais que c'est du latin. Et je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'a dit « j'en ai marre de voir marqué de l'anglais sur les sorties d'urgence ». Et il a fallu que je lui explique que non, ce n'était pas de l'anglais, c'était du latin, et que donc c'est très très bien que l'Antiquité nous parvienne, y compris dans les systèmes d'évacuation d'urgence. Donc, c'est intéressant de pouvoir, par exemple, d'avoir des éléments qui sont des éléments dans le monde courant, qui sont parfois expliqués, qui sont parfois décryptés, où on dit oui, les mots ont un sens immédiat, mais ils ont aussi un sens caché, et qui est un sens qui a une historicité, qui a une histoire, qui a un devenir, et qui nous ancre beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans l'histoire de notre civilisation. Merci beaucoup. Et je crois qu'en ce sens, il me semble quand même que la cité de Villers-Cotterêts est assez unique parce qu'elle est à la fois une sorte d'hommage à la langue, d'histoire de la langue, de recherche de la langue et de déconstruction de la langue. Et j'aime bien ces 4 éléments et on va peut-être passer à Xavier Norce qui pourra peut-être réagir à cette avancée, mais peut-être rapidement, si vous voulez encore intervenir sur cette question-là. Sur la question de la manipulation? Non, non vous êtes quand même ancré dans un lieu qui est à la fois une histoire, un lieu de... Oui, alors évidemment, on est bon.
nous avons tous à l'Oulipo cette connaissance de Villers-Cotterêts en termes de lieu historique dans l'histoire de ce que c'est que la langue française. On a donc eu ça en tête depuis le départ et on a eu toujours aussi cette idée qu'il y a cette notion d'évolution permanente qui fait qu'on ne lit pas de manière simple du Rabelais et que même pour lire du Boileau, parfois il faut regarder l'orthographe et se dire tiens, mais pourquoi cette orthographe comment a-t-elle pu évoluer, etc. Donc on a eu tout le temps un peu ça en tête dans l'idée d'avoir cette perspective d'inscrire la langue dans son évolution et de permettre à des Français, donc des bons Français qui tous ont un ancêtre qui vient d'une autre langue, de voir que leur langue a eu un effet sur la nôtre, que la langue d'un grand-père, qui soit italien, qui soit espagnol, qui soit maghrébine, qui soit... Voilà, il y a toujours eu un effet sur notre civilisation et donc sur notre langue, et qu'elle s'ancre et qu'elle n'en bougera plus. Je ne pense pas que, quand on dit que ce kleps m'a mordu, je pense que c'est important de savoir que le mot kleps ne vient pas forcément du gaulois. Lorsqu'on va chez Toubib, c'est pareil. Et donc, ces mots-là, qui sont des mots qui nous appartiennent et que nous devons revendiquer, parce que si on commence à chasser de la langue, tout ce qui ne vient pas du gaulois, il ne nous reste pas grand-chose à part l'ambassadeur, on va avoir du mal. Et donc, cette idée de la mobilité, de la vivacité et de la dynamique de la langue, on a tout le temps eu ça en tête, et la cité doit, pour nous, et c'est comme ça qu'on a réfléchi, avoir ce rôle-là. Avoir ce rôle de transmission, d'ancrage et d'appartenance. Quand effectivement Paul Rondin disait qu'il fallait qu'il y ait un désir et qu'à ce désir réponde justement une démarche vers, je pense que ce désir de comprendre la langue, c'est aussi un désir de citoyenneté. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que sans le langage, sans la possession et la maîtrise de notre langue, on perd quelque chose, y compris dans son rapport à la République, pour le dire simplement. C'est-à-dire, et qu'une partie de la violence sociale, culturelle, vient de la non-maîtrise et vient de la dépossession. Donc le rôle de la cité, c'est aussi, à mon avis, ça, c'est-à-dire d'apporter à nos citoyens la maîtrise et une domination sur une langue qui, à tous, y compris à moi, y compris aux écrivains, nous échappe. Et c'est bon qu'elle nous échappe. On pourrait d'ailleurs développer longuement sur le fait qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui ne pense pas qu'il écrit dans une langue maternelle. Mais c'est une autre question, mais c'est une question qui est intéressante, parce qu'au fond, elle doit dire à chacun que la langue qu'il manipule, elle est vraiment propre. Et que cette sensation qu'on a parfois de dépossession, elle est naturelle et elle est nécessaire parce qu'elle fait partie de notre construction. Et j'aime bien cette idée-là, et si on pouvait transmettre cette idée aux générations qui vont aller visiter la cité, qu'il ne faut pas se sentir minorisé par la question de la maîtrise, ne pas se sentir dépossédé parce qu'on ne possède pas tout. C'est important parce qu'effectivement, l'apprentissage est nécessaire et que ne pas se sentir exclu parce que quelque chose ne nous appartient Voilà, pas si en je- propre, c'est très important. j'entends justement les conversations, mais je- S'il vous plaît. Oui, merci. Ah oui, c'est ça. Xavier, Oui, non, mais je réagissais simplement à ce que vient de dire Hervé Le Tellier, si éloquemment, à propos de la langue des écrivains, parce que comment ne pas penser à ce que disait Proust, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, dans une langue si je étrangère. mais si je réactive, j'entends les autres. Maintenant, je ne sais pas si quand je parle. Pas à fermer votre micro, madame, en attendant votre tour. Voilà. Merci. Donc voilà, je réagissais simplement sur ce point. et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de double mouvement. C'est à la fois l'acceptance de cette désappropriation et c'est la nécessité d'une réappropriation. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, Xavier Nort, vous êtes, comme tout le monde, Si je le réactive, ça nous.
Madame, on vous entend encore. Vous êtes, Xavier North, le commissaire principal du parcours permanent de visite. Vous avez consacré plusieurs années à concevoir ce parcours en partenariat, en lien, en dialogue avec Barbara Cassin, avec Zef Bourarier du MUSEM à Marseille et aussi avec Hassan Kassi Kouyaté du Festival des Francophonies à Limoges. Et quel regard posez-vous aujourd'hui sur ce grand œuvre? D'abord, c'est un moment d'émotion que de voir cette cité internationale de la langue française enfin inaugurée. Cette inauguration avait été retardée l'an dernier par des difficultés structurelles dans le château, puis très récemment par quelque chose comme un deuil national, puisque malheureusement un professeur de français avait été assassiné. Enfin bref. Donc ce rêve fou, comme le président de la République l'a qualifié, ce rêve fou d'un château pour le français, d'un château pour la langue française, s'est réalisé. Voilà, donc c'est pour moi un moment d'émotion. Alors que vous dire sur ce grand projet? Moi, mon rôle, c'est limité à comment dire, à animer un travail qui fondamentalement a été un travail collectif, même si j'en avais posé les bases il y a déjà 3 ans. Et je pense que au titre du commissariat scientifique, nous pouvons nous honorer des contributions que nous avons pu avoir sur ce projet. La présence ici d'Hervé Letellier en témoigne, hein, et nous lui sommes très reconnaissants, notamment des dispositifs que l'Oulipo nous a proposés dans une salle de jeu qui s'intitule Jeu de mots, voilà, et qui figure exactement au milieu du parcours de visite permanent, parce que nous avions pensé qu'au milieu du parcours, il fallait ménager un moment de, comment dire, de joyeuses inventions. C'est à l'Oulipo qu'il revenait de nous le proposer. Voilà, donc nous le remercions, pas ma bouche, en cet instant. Il nous a expliqué il y a un instant, quelles étaient ses intentions. Je dois dire que je fais plus qu'adhérer à tout ce qu'il vient de dire sur la langue française, le rapport que nous pouvons avoir à notre langue. Bon, je pense qu'il se reconnaîtra non seulement dans cette salle dont il est pour partie l'auteur, mais tout au long du parcours. Lorsque nous avons écrit dans le vestibule qui précède l'entrée dans le parcours de visite, cette phrase d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, « Aucune langue naît sans le concert des autres », c'était une façon tout de suite de mettre la langue française en rapport avec d'autres langues, et plus généralement avec la variation, avec la variation qui travaille même la langue française de l'intérieur, n'est-ce pas? Aucune langue naît sans le concert des autres, ça veut dire qu'aucune langue naît sans un dialogue avec la variété qui la travaille elle-même, vous voyez? Bon, on pourrait épiloguer sur la question. Et bien entendu, cela veut dire aussi qu'aucune langue naît sans un dialogue, alors pour le coup avec d'autres langues. Pour toute une série de raisons d'ailleurs. Je pense qu'on ne perçoit, Goethe l'avait déjà dit en son temps, on ne perçoit sa langue propre, le fonctionnement de sa langue propre, ses singularités, souvent qu'à partir du point de vue d'une autre langue. C'est ce qui rend d'ailleurs la traduction si fascinante, si extraordinairement enrichissante. Xavier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout un chacun, quand il rentre dans un musée, se dire on va vous expliquer la langue française? Bon, d'abord, c'est pas du tout un musée. Hein. On est pas du tout dans un musée. Je sais bien. Là, on n'a pas cherché à expliquer. On a cherché à montrer des symptômes, ce qui est un petit peu différent. Bon. Des symptômes de choses plus complexes, parce qu'on ne peut pas tout dire sur une langue. Donc, on n'a pas cherché à expliquer, on a cherché à
stimuler, à provoquer, à faire penser. Vous voyez, c'est ça que nous avons essayé de faire. Y a-t-on réussi? Ça, les visiteurs le diront. Mais, et on a cherché surtout à associer le visiteur à la production du sens. C'est la raison pour laquelle vous avez tellement de dispositifs interactifs. Parce que on n'assène aucune espèce de vérité au visiteur, c'est à lui de produire le sens. C'est en ça que c'est totalement nouveau. Alors, Par rapport à c'est en ceci que l'exposition. voilà, c'est en ceci que ça n'est pas du tout une exposition. C'est la raison aussi pour laquelle nous parlons d'un parcours, parce que c'est une traversée que le visiteur est invité. Nous n'avons absolument pas cherché à proposer une thèse. Hein. Ça a été vraiment la dernière de nos préoccupations. Le parcours eût été didactique, pédagogique à l'excès. Bon, chacun peut avoir ses convictions. D'ailleurs, au sein du commissariat, nous avons des convictions qui sont parfois un peu différentes, un peu contrastées, sur toutes sortes de sujets. Ce parcours est un parcours engagé, sans aucun doute. D'abord engagé en faveur du français, puisqu'on y sent, je l'espère à tout instant, l'amour de la langue. Engagé en faveur de la pluralité, de la diversité, mais il ne développe pas de thèse. Chaque phénomène historique, chaque pratique linguistique est présenté dans l'ambivalence de ses causes et de ses effets, c'est-à-dire dans sa complexité. Je peux vous donner un exemple, mais peut-être vous a-t-il déjà été donné. Nous avons choisi de rendre une sorte d'hommage à Jules Ferry. Bon, Jules Ferry, c'est un personnage qui est très, très ambivalent. Hein. C'est le promoteur de la colonisation. Bon, nous ne le dissimulons pas. Donc, à bien des égards, c'est un personnage que certains peuvent trouver haïssable. Et d'ailleurs, il sera perçu comme tel. Et en même temps, c'est l'homme de l'instruction publique laïque obligatoire qui a joué un rôle capital pour la langue française, pour le partage de la langue française dans un pays où d'ailleurs, au moment où il instaure l'instruction publique laïque obligatoire, la majorité de nos concitoyens n'avaient pas le français pour langue maternelle, encore. Et il a fallu attendre quelques décennies, l'épouvantable hécatombe de la guerre de 14-18, embrassant des régiments plurilingues dans les tranchées, et la généralisation, effectivement, de l'instruction publique laïque obligatoire pour que le français devienne la langue maternelle de la majorité des Français. Bon, donc c'est une figure ambivalente. Autre figure ambivalente, l'abbé Grégoire. Alors l'abbé Grégoire, vous citez le nom de l'abbé Grégoire, un journaliste de l'Express qui est un ami par ailleurs qui s'appelle Michel Feltin, qui est un régionaliste à tout crin. Pour lui, c'est le diable absolu. C'est le seul don d'abbé Grégoire le fait bondir, puisque c'est l'homme qui veut anéantir les patois. Mais enfin, l'abbé Grégoire, c'est l'homme qui défend les esclaves, c'est aussi l'homme de la déclaration du jeu de paume et tout ce que vous voudrez. Donc c'est une figure extraordinairement progressiste de la Révolution, à bien des égards. Autre figure complexe et controversée. Et d'ailleurs, l'ordonnance elle-même est pour le moins ambivalente. Elle chasse le latin, mais visa le noir, tua le blanc. Elle chasse, ne lui en déplaise, aussi les langues régionales, puisqu'elle n'a cessé d'être interprétée après sa signature comme désignant le français en langage maternel français et non autrement, alors qu'on ne sait pas très bien ce que ça voulait dire en langage maternel français et non autrement. Est-ce que c'était ce que parlaient les Français de l'époque, mais comme ils ne parlaient pas tous le français, bon, tout ça est très complexe. Voilà. J'ai une autre question par rapport à la scénographie. Oui. Donc, vous dites que c'est indéniablement quelque chose qui exprime aussi le process, qui exprime le fait que cette langue n'est pas arrêtée, qu'elle continue à se transformer, Oui. etc. Comment, dans la muséographie, vous arriverez à travailler ces évolutions,
comment arriver à faire un musée qui en permanence va se transformer? Est-ce que c'est prévu? D'abord, quand vous avez un dispositif audiovisuel ou numérique, bon, vous pouvez en modifier le contenu. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un parcours comme celui-ci, garder la structure et donc le message, en quelque sorte, tout en modifiant le contenu. Quand vous avez par exemple, un montage d'images sur le thème de la passion amoureuse ou de la colère, ben, qui rassemble justement des extraits de films, etc. Vous pouvez modifier ces extraits, donc vous pouvez renouveler les contenus. Et c'est ce qui va se produire. Vous avez d'ailleurs des lieux dans le parcours où des créateurs contemporains seront appelés à intervenir. C'est un parcours permanent. Alors, qu'est-ce qui est permanent de nos jours? Je n'en sais rien, mais qui est appelé à un renouvellement régulier, je pense. Sans pour autant, il faudra y veiller que le message change. On ne touchera pas à l'œuvre de l'Oulipo, parce que c'est une œuvre. Ça a certains avantages. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui Ça n'est pas un contenu, c'est une œuvre. Oui, on est, on est mobile sur les questions linguistiques. Donc, si la langue bouge beaucoup, on peut retoucher l'œuvre. Hein, c'est pas un Oui, problème. c'est bien. Bonjour. Alors, peut-être qu'on passe à la question suivante, Oui. si vous voulez bien. Qu'est-ce qui pousse d'autres pays que la France, justement, à se lancer dans un projet de Mais alors, attends, est-ce que je musée de vois, la langue? est-ce que je vois Hassan? Ce sont, oui, Hassan qui est en Colombie, c'est ça? Hassan! Alors, C'est la chance de ces 24 heures. ah ben voilà. de cours. Hassan, tu n'as cessé d'être avec nous tout au long de cette journée, par la pensée. Voilà. Alors, on vous retrouve à l'antenne dans un quart d'heure. On termine cette séquence avec Hervé Letellier et Xavier Nort. Mais bien sûr, vous écoutez autant que vous voulez. C'est la règle. Ah, l'image d'Hassan s'est figée. Voilà, Mais on va le retrouver après. Oui, la question qui me traversait l'esprit, c'était qu'est-ce qui poussait d'autres pays aussi à envisager de se lancer dans un projet similaire à celui de la cité à Villers-Cotterêts, à savoir quelque chose comme un musée, enfin, en tout cas un équipement culturel dédié à la langue. C'est le cas du projet en Italie, l'Académie de la Crusca qui a ce projet-là. C'est le cas aussi de l'Espagne qui envisage de mettre en place un établissement dédié à la langue castillane, langue espagnole, qui s'est beaucoup exportée. Comment interprétez-vous ça, vous qui êtes ancien délégué général à la langue française et aux langues de France? Je crois qu'il y a quelque chose, enfin, ça n'est pas très original de le relever, mais il y a quelque chose comme une inquiétude identitaire généralisée. Voilà. C'est lié à la mondialisation et c'est lié à des évolutions qui sont pour le moins, je dirais, comment dire, peu pacifiques. Et donc, il y a quelque chose comme une inquiétude généralisée sur des questions identitaires, en France comme ailleurs. Alors, quand vous avez une inquiétude, quand vous êtes mu par une inquiétude identitaire, vous cherchez à vous raccrocher à cet élément essentiel de votre identité, qui est la langue. Parce que la langue, c'est à la fois quelque chose qui est très intime, personne ne parle sa langue de la même manière, n'est-ce pas? Hervé Letellier l'a dit tout à l'heure, et en même temps quelque chose de commun, parce que c'est le lien qui vous rassemble et qui vous met en relation avec d'autres locuteurs, et permet de faire société. Et c'est la raison pour laquelle une communauté peut se reconnaître dans sa langue, peut reconnaître son identité dans sa langue. Mais c'est une quête introuvable, parce que l'identité, c'est quelque chose qui ne cesse de se modifier, d'évoluer, etc. Et il y a quelque chose comme une inquiétude identitaire, je pense, oui. Oui.
Oui. Et si on compare ces deux musées avec celui de Sao Paulo, je voyais celui de Sao Paulo plutôt comme fondateur, peut-être fondateur d'une Alors, non, ce que nous d'une avons, multiculturalité, d'un rassemblement en un État. alors, bon, ouais, moi, j'ai visité le musée de la langue portugaise à Sao Paulo, en Ouais, effet, ouais. avant qu'il ne Avant qu'il brûle, ne brûle, hélas, oui. oui. Il a été reconstruit depuis, je Oui. crois. On l'a pas vu après, mais on l'a vu aussi. Nous avons conçu ici quelque chose de tout à fait différent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le, le musée de Sao Paulo, c'est une succession de dispositifs, mais sans propos. Enfin, il y a une signification générale qui est le rôle que la langue portugaise joue pour la cohésion nationale du Brésil, puisque vous avez une population très diverse qui parle un très grand nombre de langues, etc. Dans le ciment, dans le véritable ciment, est la langue portugaise. En France, nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation. Je dis pas tout à fait parce qu'il y a quand même une analogie dans la mesure où en France, on a toujours parlé plusieurs langues, etc. Mais on ne peut pas dire que la langue française ait été historiquement le trait d'union de populations qui parlaient plusieurs langues en France. Non, non, non. Le français a été assez rapidement, il a fallu plusieurs siècles, mais une langue dominante, c'est une langue. Le français, historiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une langue qui est très pénétrée d'une volonté politique depuis François Ier. Vous connaissez peut-être cet adage. Qui parle français est au roi, et qui est au roi parle français. Voilà. Voilà le régime linguistique fondamental de ce pays monolingue, enfin, qui refuse de voir sa réalité profonde, qui est en réalité le multilinguisme. Bon, parce qu'on a depuis toujours, en réalité, parlé plusieurs langues en France. Bon. Si vous remplacez le mot roi par le mot république, ben voilà, qui est à la République parle français, qui parle français est à la République. En gros, c'est ça au XXe siècle, le régime linguistique en France. Je dirais politiquement parlant, hein, politiquement parlant. Bon. Alors voilà, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui parce que justement, on est dans un monde où toutes les langues sont en contact avec toutes les langues. Et au fond, où la francophonie elle-même, dans son acception traditionnelle, a beaucoup évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la francophonie est la représentation de la diversité? Au contraire, peut-être de l'anglais qui essaye encore de s'imposer et qui sait savoir s'imposer, le français, c'est peut-être que sa seule chance, c'est de rassembler dans la diversité. C'est-à-dire que le français a une faiblesse, enfin, je veux dire, en termes géopolitiques, Oui. hein, a une faiblesse très profonde qu'il faut savoir prendre en compte. Cette faiblesse, quelle est-elle par rapport par exemple, à l'espagnol ou au portugais, qui sont aussi des langues mondes? C'est que les locuteurs de langue maternelle espagnole, c'est 4 hispanophones sur 5. Les locuteurs de langue lusophone, c'est 9 locuteurs sur 10. Alors que les locuteurs de langue maternelle française, c'est une très faible minorité dans l'ensemble francophone. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les francophones qui ont le français pour langue apprise, pour langue seconde, ce n'est pas leur langue maternelle, sont beaucoup plus nombreux que les locuteurs de langue maternelle. Voilà. C'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que, en termes géopolitiques, j'entends, hein, pourquoi? Parce que si cette langue cesse d'être transmise par l'école ou cesse d'être portée par une volonté politique, comme ceci peut advenir et comme ceci advient ça ou là, par exemple en Afrique, eh bien, on ne sait pas trop ce qui va advenir. Moi, je suis très optimiste. Enfin, supposer que j'ai à être optimiste ou pessimiste, c'est pas le sujet, parce que je crois que le français est très solidement ancré dans un certain nombre de pays africains, y compris au Maghreb, vraiment à ce qu'on pense. Mais avouez quand même que c'est un élément de faiblesse. En même temps, cet élément de faiblesse, c'est une force. Pourquoi? Parce que ça fait du français une langue de contact. C'est ça. En permanence, une langue de contact. Les hispanophones, ils baignent dans un bain hispanophone, et puis voilà. En Amérique latine, par exemple. Bon, pas partout, il y a aussi des langues mondiales.
etc. Mais le français, il est toujours parlé à côté d'autres langues, avec l'arabe au Maghreb, avec le foisonnement des langues africaines, avec l'anglais au Québec, C'est etc. pour ça que ça peut devenir. Donc c'est une langue de contact, c'est une langue de contact. Alors on le dit avec souvent un peu de présomption, la fonction médiatrice du français, nos politiques ont tendance un peu à comment dire, à s'auto-célébrer en parlant de la fonction médiatrice du français. Mais que veulent-ils dire par là? Ils veulent dire par là qu'au fond, il y a une réalité géopolitique du français qui est que le français est toujours en contact avec toi. Et la prise de conscience de cette réalité fait que la francophonie elle-même a évolué dans sa pensée, pour autant qu'il y ait une pensée de la francophonie, ce qui reste à déterminer. Mais bon. Et donc, la francophonie ne désigne plus, comment dire, exclusivement le partage de la langue française, mais aussi un régime linguistique où le français coexiste avec d'autres langues. Donc, alors, c'est une autre façon de dire, Rudy, ce que tu disais tout à l'heure à propos de la diversité. Et pour ce- Mais moi, j'aime pas trop parler de la diversité, je préfère parler de la variation parce que la diversité, c'est aussi une notion qui est tellement, tellement composite. Ça veut à la fois dire, comment dire, la diversité ethnique dans les réseaux de télévision ou de radio. Ça veut dire aussi, bon, ça veut dire toute une série de choses. Bon, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la diversité. Et je pense que lier ces deux discours, c'est pour moi le rôle du contexte. C'est tellement important pour se faire comprendre ce qu'on veut dire. C'est comprendre aussi et avoir accès au contexte de l'expression. Et ça, M. Dédé a dit, on parle dans des contextes différents d'autres français, et c'est exactement ça. Oui, bien sûr. Cette contact, Oui, oui. cette langue contact fait que Oui. le mot, et Barbara Cassin a travaillé autour des mots, des intraduisibles, des questions Oui. qui se rejoignent et qui fait que c'est un voyage et c'est un échange en permanence Oui, oui. qui fait aussi que le parcours Oui. a la nécessité de, et je cite Fanataki qui a dit « Je suis mémoire, je suis trace ». Je suis une trace, il a dit. Je ne Oui. suis pas trace, mais je suis une trace. Oui. Et c'est intéressant que, voilà, comment le parcours transporte le Oui, contexte alors, de l'articulation. moi, c'est ce à quoi je suis sensible. Je suis évidemment sensible au dialogue entre les langues. J'évoquais Goethe tout à l'heure. Il disait, on ne comprend vraiment sa langue qu'en parlant une autre, parce que c'est en passant par le point de vue d'une autre langue qu'on voit le fonctionnement de la sienne. Mais peut-être plus encore, et là je parle non pas sous le contrôle, mais dans l'amitié de notre ami Hassan Kouyaté, parce que je viens de participer à un dialogue avec Akinba, qui est un Guinéen, et Fan Atiki, qui est un slammer congolais, et qui nous ont expliqué, et moi je suis très très sensible à ça, comment leur langue d'origine, enfin leur langue maternelle, c'est le Pulaar, je crois, pour Akinba, ou des langues, le Lingala, je crois, pour Fanati. Comment la musique de ces langues pénètre la langue française qu'ils parlent, vous voyez. Et ça, et donc, dans le parcours, d'ailleurs, il y a une petite citation de Vénus Korigata qui dit qu'elle aimerait écrire le français de droite à gauche comme en arabe. Vous voyez? Bon, c'est une autre façon de dire la même chose. Oui. Ouais, parce que l'arabe est sa première langue, si vous voulez. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment un beau projet, mais ça nous permet peut-être de se lier avec, voilà, avec le lointain. Avec et Hassan. voilà, Hassan, ça. oui, tout à fait, oui, parce que c'est un sujet qu'il affectionne, Hassan, qui parle des accents. Les accents en langue française, c'est un sujet qu'il avait traité au Musée national de l'histoire de l'immigration. Vous nous entendez, Hassan? J'entends, mais j'ai pas une très bonne connexion, ça coupe par moment. Et j'ai fait au mieux. Alors, Qu'est-ce que on entend très j'ai bien. pas-
On vous entend très bien, donc vous pouvez répondre. Je n'ai pas bien compris justement ce qui a été dit. Oui, c'est Xavier Nort qui a parlé justement des accents Oui. de langues, de certaines langues. Il parlait notamment de langues africaines qui pénètrent le français et le français qui devient une langue colorée d'un autre accent. Alors, c'est pas simplement des accents, hein, c'est aussi des mots venus d'ailleurs. Voilà, comment dire, c'est un investissement de la langue par une autre langue. Sans pour autant, alors, attention, sans du tout que cette langue soit Voilà. dénaturée, enfin, supposer qu'il y ait quelque chose de tel. Et la relation langue et corps. Oui, c'est ça, absolument, tout à fait, très important. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà. Je vais essayer d'en parler rapidement. Et, vous savez, j'avais une anecdote. J'avais été pris par un metteur en scène quand je suis arrivé nouvellement en France, qui m'a dit, oui, on te comprend très bien, mais est-ce qu'on peut travailler pour nettoyer ton accent? Oui, quelle horreur. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, vous allez utiliser quoi, l'eau de Javel ou quoi? Je lui ai posé la question. Et après, je lui ai dit, en me levant, je dis, je crois qu'on n'est pas de la même humanité. Oui. Parce que l'accent, c'est nous. L'accent, c'est génétique. C'est au-delà du culturel. Et c'est l'accent, en disant le même mot, avec des accents différents, qu'on enrichit cette humanité-là. Et donc, le français a besoin de ces accents pour valoriser sa richesse. Ce que je peux dire rapidement. Alors, voilà, merci beaucoup, Hassan. Donc, voilà un éloge de la Variation. De la variation. De la Exactement. différence. Voilà. C'est ça. Très Et bien. de l'appropriation de la langue aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce serait Sean Connery sans l'accent écossais. Juste. Mais voilà, peut-être on peut entendre votre enjeu autour de cette cité qui se fait inaugurer aujourd'hui, Hassan. Donc, on est curieuse. Voilà. Moi faire l'éloge, faire une cité autour d'une langue, si on dit une langue avec grand L, parce que de cette langue, il y en a plusieurs. C'est pour cela, souvent, je ne parle pas de la francophonie, je parle des francophonies. Parce que j'ai dit, la francophonie québécoise n'est pas la francophonie du Winnipeg. Et j'ai dit, la francophonie canadienne, en général, n'est pas la francophonie congolaise, ni la Wolof. Et si je parle du principe, justement, quand on parle d'accent ou de culture, que la francophonie, pour moi, c'est l'enfant qui naît de cette langue française à la base et d'une ou plusieurs autres langues. Donc, ce métis ne peut pas être le même métis qu'ailleurs. Et ça qui fait que c'est intéressant. Et faire une cité qui parle de tout ça, de toute sa richesse, de toute sa complexité. Et j'ai dit que c'est travailler encore pour créer des ponts entre nous. Parce que cette cité, pour moi, c'est une cité de pont. Et c'est une cité qui ne fait que nous enrichir. C'est-à-dire, quand on rentre là-dedans, il y a des certitudes qu'on a, il y a des interrogations qu'on a, il y a des réponses à des questions qu'on a. Et donc, en fait, on est en plein dans l'humanité, en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour moi dans cette cité. Et faire une cité aussi comme ça, c'est qu'il soit à la portée de tout le monde. Chacun verra cette cité avec le cœur qu'il a. Et chacun verra cette cité aussi avec l'intérêt qu'il veut porter à la vie. Parce que c'est une cité qui ne parle que de ça.
C'est beau. Voilà. Merci Hassan. Moi, je suis obligé de partir. Je te salue. Salut. À bientôt. Merci à Elie aussi. À Colombie. Pardon. Merci. Merci à Geneviève. Je suis également forcé de partir et je vous salue. Merci infiniment. Monsieur Le Cali. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Je visiterai demain avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. À demain d'ailleurs, peut-être pour certains.